Alors, avec un petit peu de retard, la correction du concours blanc, du deuxième concours blanc. De façon très originale, on va commencer par l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'est un exercice avec plein de questions, un petit peu des questions de cours comme d'habitude. Certaines questions, on les avait déjà traitées en classe. Donc la première question, il s'agissait de calculer l'intégrale de moins 2 à 1 de 1 moins t plus 3 sur t moins 2 dt. Une intégrale sans trop de difficultés, une intégrale pour laquelle il suffit de déterminer une primitive puisqu'on en connaît une. Donc une primitive de 1, on peut choisir t, une primitive de t, on peut choisir t carré sur 2. Ensuite, cette partie-là, on peut dire que c'est 3 fois 1 sur t moins 2. Et donc, une primitive, on peut choisir 3 fois ln de, attention, valeur absolue de t moins 2. Je vous ai dit, toujours, on met les valeurs absolues pour commencer, et ensuite, on voit comment les retirer, puisque l'objectif, si on peut, c'est de retirer ces valeurs absolues. Et donc, on va évaluer ça entre moins 2 et 1. Donc, en 1, on va avoir 1 moins 1 demi, plus 3 ln de valeur absolue de 1 moins 2, moins, la même chose en moins 2, donc on aura moins 2, moins 2 au carré sur 2, plus 3 ln de valeur absolue de moins 2, moins 2. Donc 1 moins 1 demi, ce qui nous fait 1 demi, plus 3 ln de 1 moins 2. 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Valeur absolue de moins 1, ça nous fait 1, donc 3 ln de 1, mais ça vaudra 0. Moins, donc moins 2, plus moins 2 au carré, ce qui nous fait 4. 4 sur 2, 2. Alors j'ai dit plus, mais c'est moins ici. Donc moins 4. Moins 4 sur 2, donc moins 2. Plus 3, ln de valeur absolue de moins 2, ça nous fait moins 4. On aurait pu mettre directement ln de 4. Donc on va avoir 1 demi, plus 3 ln de 1, 3 fois 0, 0, moins 4, donc plus 4, moins 3 ln de 4. 4, ça nous fait 8 demi, 8 demi plus 1 demi, 9 demi, moins donc 3 ln de 4. Voilà la valeur de cette première intégrale. Pas de difficulté majeure. Deuxième question. Il s'agissait de calculer, l'énoncé était gentil, par partie, l'intégrale de x carré moins 4 exponentielle de moins x dx. Cette intégrale, il y a plusieurs façons de la calculer. Je peux soit commencer par développer, donc x carré multiplié par exponentielle de moins x, moins 4 exponentielle de moins x, traiter les deux séparément, mais de toute façon, à cause du x carré exponentielle de moins x, je vais être obligé de faire une intégration par partie. Donc autant y aller directement, et posons ce qu'il faut. Donc comme toujours, je vais poser u' de x égale exponentielle de moins x. Quand on a ce genre de fonction, un polynôme multiplié par une exponentielle, on a tout intérêt à poser u' comme étant l'exponentielle. V de x qui sera x carré moins 4, et donc ce qui nous donne u de x égale moins exponentielle de moins x, v' de x qui vaut 2x. Bien sûr, u et v sont de classe C1, sur R, donc sur l'intervalle qui nous intéresse ici, c'est-à-dire moins 1. Et donc par partie, il vient cette intégrale que je vais appeler I pour éviter de la recopier. Donc U multiplié par V que je vais évaluer entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de moins 1 à 1 de u de x multiplié par v' de x. Donc on va avoir moins 2x exponentielle de moins x dx. Ce qui nous fait, donc en 1, je vais avoir moins 1 moins 4, donc moins 3, exponentielle de moins 1. En moins 1, donc moins plus. En moins 1, ça va me faire aussi moins 3. Exponentielle de moins 1, donc exponentielle de 1, qui nous donnera e. Ensuite, le moins 2, je peux le sortir par linéarité.
plus 2 fois intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle de moins x dx. Et là, on a besoin d'une deuxième intégration par partie. Donc je vais à nouveau poser u' de x qui sera exponentielle de moins x, donc u de x qui sera moins exponentielle de moins x, v de x qui sera x, et donc v' de x qui sera 1. U et v, là aussi, sont de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, qui est toujours moins 1. Et donc, par partie, là aussi, notre intégrale i sera égale à moins 3, donc plus 3, exponentielle de moins 1, moins 3, e, plus 2 fois, j'ouvre une grande parenthèse, u multiplié par v, donc on aura moins x exponentielle de moins x, que je vais évaluer entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de moins 1 à 1, de u multiplié par v, donc de moins exponentielle de moins x dx. C'est-à-dire 3 exponentielle de moins 1, moins 3e, plus 2 facteurs de, j'évalue en 1, ce qui va me faire moins exponentielle de moins 1, j'évalue en moins 1, ici je vais avoir moins 1, donc plus 1, avec le moins de la formule, j'aurai donc toujours moins exponentielle de 1. Je ne vais pas fermer ça tout de suite, j'en oublie un petit morceau. Le moins ici, je peux le sortir par linéarité, ou alors je dis directement qu'une primitive de moins exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins x, que j'évalue entre moins 1 et 1. Et donc je vais avoir 3 exponentielle de moins 1, moins 3e, plus 2 facteurs de x, moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de 1. En 1, ça va me faire exponentielle de moins 1, et en moins 1, donc j'ai un moins avec le moins, ça va me faire plus, exponentielle de moins 1, exponentielle de 1. Vous remarquez que ici, vous avez moins exponentielle de 1 plus exponentielle de 1, ça se simplifie. Ensuite, les exponentielles de moins 1, vous allez en avoir 3 ici, moins 2 là, ce qui va nous en faire une. Et les exponentielles de 1, donc e, vous avez juste les moins 3e qui sont là, il n'y en a plus là-dedans, donc moins 3e. Voilà la valeur de cette deuxième intégrale. Troisième question. Un changement de variable, puisqu'on nous dit en posant u égale exponentielle de s, déterminer l'intégrale qui suit. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ds sur 1 plus exponentielle de moins 2s. Je vais donc poser, comme on me le dit, u égale exponentielle de s, donc du, égale exponentielle de s, ds. Bon, il faudrait que j'ai de l'exponentielle de s ici. Je vais me débrouiller pour la faire apparaître. Pour ça, je vais multiplier dans mon intégrale le numérateur et le dénominateur de la fraction par exponentielle de s. Donc on va avoir exponentielle de s ds, c'est ce que je veux. Je multiplie le dénominateur par exponentielle de s, donc on aura exponentielle de s plus exponentielle de s multiplié par exponentielle de moins 2s, les exposants s'ajoutent, exponentielle de moins s. Et là, je vais reconnaître exactement ce qu'il me faut. Donc, par changement de variable, je vais avoir ici exponentielle de 0, exponentielle de 1, exponentielle de s ds qui va me donner du, exponentielle de s c'est u, et puis exponentielle de moins s, eh bien, ça va être 1 sur u. Je vais avoir cette chose-là. Je peux terminer mon travail. Et bien sûr, ici, le 1 sur u me gêne. Donc je vais tout remultiplier, là encore, par u numérateur et dénominateur. Donc exponentielle de 0, ça fait 1. Exponentielle de 1, ça fait e. Je multiplie par u, donc j'aurai u du divisé par u carré plus 1. Et là, je reconnais presque quelque chose de la forme u' sur u. Pour que ça colle, il faut que je multiplie par 2. Et donc par 1/2 pour compenser. Donc on aura 1/2. Primitive de u' sur u, eh bien j'ai ln de valeur absolue de u, que je vais évaluer entre 1 et e. Bien sûr, u carré plus 1 étant toujours strictement positif, les valeurs absolues, je peux les retirer. Et donc on va obtenir 1/2, facteur de ln
de e carré plus 1 moins ln de 1 plus 1, 2. Et voilà la valeur de cette intégrale. Ici, j'aurais dû signaler que la fonction qui a s associe exponentielle de s est de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire 0. Sur R en fait, mais on peut se restreindre à l'intervalle 0. Voilà pour la troisième question. La quatrième. Montrer que l'intégrale suivante converge. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré est une intégrale de Riemann. Avec le alpha qui vaut 2, qui est strictement plus grand que 1, donc elle converge. Et c'est terminé. Maintenant, il faut sa valeur. Je vais l'appeler k par exemple. Donc pour avoir k, je vais commencer par me donner un x appartenant à 1 plus l'infini. Et on va s'intéresser à l'intégrale de 1 à x de dt sur t carré. Il nous faut une primitive donc de la fonction qui a t associée 1 sur t carré, et je peux choisir moins 1 sur t. Ce qui va me donner moins 1 sur x, moins plus 1, et ça tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc finalement, l'intégrale de 1 à x de dt sur t carré, de 1 à plus l'infini, vaut 1. J'ai dit avant qu'elle convergeait cette intégrale. Voilà pour la question 4. Question 5. Alors il y a eu des erreurs d'inattention à cette question, ce qui est dommage, mais bon, c'est le cas. Un QCM est constitué de 4 questions. Pour chacune des questions, 3 réponses sont proposées et une seule est exacte, ce qui veut dire que vous avez une chance sur 3 de donner la bonne réponse. Une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise enlève 0,5, mais ça on ne va pas en avoir besoin dans la première question. Grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses données. Et on nous demande d'abord de préciser la loi de X. Eh bien, X compte le nombre de succès. Obtenir une bonne réponse. De probabilité. Un tiers, vous avez une chance sur 3 d'avoir une bonne réponse. Lors des 4 répétitions indépendantes, puisque vous répondez aux questions de façon indépendante de l'expérience de Bernoulli. Qui consiste en la réponse à une question. Réponse, je vais essayer d'écrire un peu mieux, à une question. Donc tout ça, ça nous suffit pour dire que x suit la loi binomiale de paramètre 4 pour le nombre de répétitions, 1 tiers. Et comme x suit une loi binomiale, e de x vaut 4 multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. En moyenne, en répondant à ce QCM, on donne 4 tiers de bonnes réponses. C'est-à-dire un peu plus d'une bonne réponse. Petit b. On pose une nouvelle variable aléatoire que l'on appelle y, et on demande d'exprimer y en fonction de x, sachant que y est le nombre de points obtenus. Eh bien, comment est-ce que je calcule le nombre de points obtenus? Je prends le nombre de points que je multiplie par le nombre de bonnes réponses, et je prends le nombre de points, donc moins 0,5, que je multiplie par le nombre de mauvaises réponses. Il y a 4 réponses en tout, il y en a eu x qui sont bonnes, donc vous en avez 4 moins x qui sont fausses. Ce qui vous fait x, moins 0,5 fois 4, moins 2, moins et moins plus 0,5x, alors je vais noter ça plutôt 1 demi de x, ce qui nous fait 3 demi de x moins 2. Et donc, par linéarité de l'espérance, vous allez avoir 3 demi de l'espérance de x moins 2 par linéarité.
c'est-à-dire 3 demi multiplié par 4 tiers moins 2. 4 sur 2, 2, moins 2, 0. Espérance de y égale 0. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous répondez à ces 4 questions avec une chance sur 3, vous avez 0. Si vous répondez au hasard. Bien sûr, si vous ne répondez pas au hasard, on espère que vous avez appris votre cours et que vous avez bon à ce QCM. Question 6. Soit f, la fonction définie sur R par f de x est égale à ln de 1 plus exponentielle de x. Première chose, étudier la convexité. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que comme la fonction était de classe C2, on pouvait étudier la convexité. Non, c'est deux choses différentes. On peut très bien étudier la convexité de fonctions qui ne sont pas de classe C2. C'est beaucoup plus difficile, mais on peut le faire. Là, évidemment, ça va être facilité par le fait que la fonction est de classe C2, mais il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait d'être de classe C2 et le fait de pouvoir étudier la convexité. Par contre, ce que l'on peut dire clairement, c'est que f est de classe C2 sur R, donc on va étudier sa dérivée seconde. D'abord, on va étudier la dérivée première. f' de x est égal à, je vous rappelle que la dérivée d'une fonction du type ln de u, c'est u' sur u. Ce qui va nous donner u', eh bien, exponentielle de x sur u, 1 plus exponentielle de x. C'était mon f'. Évidemment, comme j'ai dit que f était de classe C2, je peux directement aller donner mon f seconde, ce qui va me donner exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x, moins dérivée de 1 plus exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x, multiplié par exponentielle de x, divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, ce qui nous fait exponentielle de x, plus exponentielle de 2x, moins exponentielle de 2x, qui va ne rester que exponentielle de x, divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, qui est trivialement positif. Donc notre fonction f est convexe sur R. Pas la peine d'épiloguer sur le signe de la dérivée seconde, ça va très très vite. Pas la peine de dire que, encore une fois, comme la fonction est C2, on peut étudier sa convexité, non. On le fait et puis c'est tout. Ensuite, de quoi s'agit-il? On nous dit de appliquer une inégalité de convexité entre les points grand X égale machin, grand Y égale machin. On va déjà faire un petit rappel sur ce que c'est qu'une inégalité de convexité. Comme f est convexe, sur R, eh bien, pour tout t appartenant à 0,1, vous avez que f de tx plus 1 moins ty va être inférieur ou égal, puisque les fonctions convexes sont sous les cordes, au-dessus des tangentes, mais sous les cordes, à t multiplié par f de x plus 1 moins t multiplié par f de y. Alors beaucoup d'entre vous ont passé cette question, parce que c'est vrai que même si c'était guidé, je vous donnais x et y, eh bien il y avait toujours le t à trouver. Si vous regardez ce qui vous est demandé d'obtenir, il est demandé quelque chose avec des racines carrées. Vous avez là-dedans du logarithme et de l'exponentielle. Logarithme, racine carrée, on peut raisonnablement penser à choisir comme valeur de t 1/2 et de regarder ce qui se passe. Donc on peut faire ça avec grand X égale ln de x, comme c'est demandé dans l'exercice, y égale ln de y, et t égale 1/2. Comme f est convexe, eh bien on va avoir que f de 1/2 de ln de x, plus 1 moins 1/2, donc 1/2 de ln de y, va être inférieur à 1/2 multiplié par f de ln de x, plus 1 moins 1/2, ça nous fait aussi 1/2, f de ln de y. Or, on va calculer tout ça. Qu'est-ce que c'est que la fonction f? La fonction f, c'est ln de 1 plus exponentielle de tout ce machin-là. Sera plus petit que 1/2 de ln de 1 plus exponentielle de ln de x,
plus 1 demi multiplié par ln de 1 plus exponentielle de ln de y. Et là, on va appliquer d'abord des propriétés du logarithme pour espérer qu'il y ait une simplification avec l'exponentielle. ln de 1 plus exponentielle de... Je vais d'abord mettre, par exemple, le 1 demi en facteur. ln de x plus ln de y. Hop. Bon, je détaille beaucoup, hein, on peut aller bien sûr beaucoup plus vite. 1 demi multiplié par ln de 1 plus exponentielle de ln de x, qui va me donner 1 plus x, plus 1 demi multiplié par ln de 1 plus y. Bon. Ok. ln toujours. 1 plus exponentielle de ln de x plus y, ça va me donner ln de x multiplié par y. Plus petit que, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait de l'autre côté, je vais mettre le 1,5 en facteur. Quoique ici, je vais le rentrer d'abord directement dedans, donc j'aurai ln de racine de 1 plus x. On peut mettre 1,5 en facteur, on arrivera au même résultat à la fin. Plus ln de racine de 1 plus y. Je vous rappelle que 1 demi ln de a égale ln de racine de 1. On continue notre travail, c'est un peu long mais ça va se faire très bien. ln de 1 plus, je vais rentrer le 1 demi là-dedans, donc exponentielle de ln de racine de xy. Plus petit que, je vais faire mon produit, donc ln de racine de 1 plus x multiplié par racine de 1 plus y. On a presque terminé. Là aussi, l'exponentielle et le logarithme, ça va bien se passer. Plus petit que ln de racine de 1 plus x multiplié par racine de 1 plus y. J'applique l'exponentielle des deux côtés, par exemple, ou alors je dis simplement que la fonction ln est croissante. Donc on aura 1 plus racine de xy plus petit que racine de 1 plus x multiplié par racine de 1 plus y. Et ce qui peut justifier ça, c'est la croissance de la fonction ln, tout simplement. Je vais noter t associe ln de t, et c'est ça que l'on voulait. Il y a un petit peu de travail, c'est un peu long. Si on calcule vite, ça peut aller quand même beaucoup plus vite. Question 7. Une question là aussi un petit peu longue. Attention à ce que l'on fait. Donc la première partie, on a un tirage sans remise. Une urne contient 2 boules blanches, 8 boules noires. On pioche successivement 5 boules, soit B le nombre de boules blanches et N le nombre de boules noires. Et on nous demande la loi de B et la loi de N. Bon. Quelle valeur peut prendre B? B de oméga, les boules blanches, de toute façon il n'y en a que 2. Donc c'est facile, vous pouvez en prendre 0, 1 ou 2. Il n'y a pas d'autre choix possible. Quelle est la probabilité que B soit égal à 0? C'est-à-dire que vous ne choisissez que des noirs. Le premier tirage, on a pris une boule noire. Donc je vais appeler NI, on choisit une noire au IM tirage. Et donc P de B égale 0, ça va nous donner, j'ai eu une noire au premier tirage, et une noire au deuxième, et une noire au troisième, et au quatrième, et au cinquième. Alors c'est vrai que s'il y avait de l'indépendance des tirages, ça serait chouette. Alors, hop, j'ai fait une bêtise, c'est pas très grave, voilà. S'il y avait de l'indépendance dans les tirages, ça irait très vite. Il n'y en a pas, c'est pas très grave. La formule des probabilités composées nous permet de nous en sortir. Donc on aura P de N1, multiplié par P de N2, sachant N1, multiplié par P de N3, sachant N1 et N2, multiplié par P de N4, sachant N1 et N2 et N3, multiplié par la probabilité de N5, sachant N1 et N2 et N3 et N4. La probabilité de choisir une noire au premier tirage. Vous avez 8 boules noires sur 10 boules, donc 8 sur 10. On pourrait le simplifier en 4 sur 5.
Ensuite, la probabilité d'avoir une noire au deuxième tirage, sachant que j'ai déjà pris une noire au premier tirage. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je choisis une boule noire, mais dans une urne dans laquelle je n'ai plus que 9 boules, 7 noires et 2 blanches. Donc 7 sur 9. Même chose ici, une troisième boule noire, j'en ai déjà pris 2, il me reste 6 boules noires sur 8 boules en tout. Ici, il va me rester 5 boules noires sur 7 boules en tout. Et ici, il me restera 4 boules noires sur, si je ne dis pas de bêtises, 6 boules en tout. Et on peut simplifier. Tac, tac, 8, 8, 5, 10, il va nous rester 2, 7, 7, 2, 4, il va rester 2, il me reste 2 neuvièmes. Donc la probabilité que B soit égal à 0 vaut 2 neuvièmes. Ensuite, la probabilité que B soit égal à 1. Alors là, tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais choisir 4 boules noires et une boule blanche. Donc j'ai plusieurs possibilités. Donc soit je vais faire la blanche d'abord, puis la noire, puis la noire, puis la noire, puis la noire. Ou alors, j'ai d'abord une noire, ensuite la blanche, puis les noirs. Bon, vous aurez compris, hein, je ne vais pas les écrire tous. Union le dernier. Le dernier, ça va être quoi? N1 inter N2, inter N3, inter N4, inter N5 bar. Voilà, je dois calculer la probabilité de tout ça. Évidemment, chacun de ces événements-là, hein, chacun de ces blocs, ne peuvent pas se produire simultanément, sont incompatibles. Donc je vais avoir par incompatibilité la probabilité d'avoir N1 bar inter N2 inter N5, plus, je ne les écris pas tous, le dernier, la probabilité d'avoir N1 inter N4 inter N5 bar, par incompatibilité. Maintenant, il va falloir qu'on calcule chacune de ces probabilités. Si je regarde la première, qu'est-ce que je vais avoir? La probabilité d'avoir au premier tour une boule blanche. Les boules blanches, j'en ai 2. Donc j'ai 2 chances sur 10 d'avoir la blanche. Ensuite, eh bien, j'ai 8 chances sur 9 d'avoir la première noire, 7 sur 8 d'avoir la deuxième, 6 sur 7 d'avoir la troisième, 1, 2, 3, 4, et 5 sur 6 d'avoir la quatrième. La deuxième possibilité, j'ai donc d'abord une noire, 8 sur 10, multiplié par. La deuxième, c'est ma blanche, donc 2 sur 9. La troisième, c'est une des 7 noires qui restent. Une des 6 noires qui restent, et une des 5 noires qui restent. Si vous regardez bien, les numérateurs à l'ordre du produit près sont les mêmes, les dénominateurs sont exactement les mêmes. Et on va voir la même chose. Le dernier, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai ma première qui est une noire, une deuxième noire, une troisième noire, une quatrième noire, et la cinquième qui est blanche, 2 sur 6. J'ai toujours la même chose. Donc finalement, j'ai 5 fois le même calcul, qui est composé de, au numérateur, 2 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5, pas toujours dans le même ordre, mais ça n'a aucune importance puisque la multiplication est commutative, on peut la réaliser dans l'ordre que l'on veut, et au dénominateur, on a 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6. 6, 7, 8, 2 fois 5, 10, et il nous reste 5 neuvièmes. Donc la probabilité d'avoir une boule blanche vaut 5 neuvièmes.
Dernière chose, la probabilité que B soit égal à 2. Quelle est la probabilité que B soit égal à 2? Eh bien, je vais regarder l'événement contraire. J'aurai donc 1 moins la probabilité que B soit égal à 0, moins la probabilité que B soit égal à 1. C'est-à-dire 1 moins 2 neuvièmes, moins 5 neuvièmes. 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes moins 5 neuvièmes, il nous reste 2 neuvièmes. Et donc, je peux donner la loi de probabilité de B sous la forme suivante. Donc on va avoir 0, 1, 2. Et la probabilité que B soit égale à BI vaut 0, donc on a dit que c'était 2 neuvièmes. 1, on a calculé 5 neuvièmes. Et 2, on a calculé là aussi 2 neuvièmes. Voilà ma loi de probabilité, donnée sous forme d'un tableau, comme on peut le faire quand il y a un nombre fini de possibilités. Alors vous allez dire, pour n, ça va être long. Mais pour n, on peut être malin. Comme de toute façon, on ne fait que 5 tirages. Si on regarde bien les choses, à chaque valeur de B va correspondre une valeur de n. Pour B, vous pouvez avoir 0, 1 ou 2. Si vous avez tiré 0 boule blanche, sachant qu'il y a eu 5 tirages, eh bien vous avez choisi 5 noirs. Si vous avez tiré une blanche, il y a 4 noirs. Si vous avez tiré 2 blanches, c'est que vous avez 3 noirs. Et donc la probabilité que n soit égal à 5 va être exactement la même que celle d'avoir une probabilité de B qui va être égale à 0. Donc ici on peut avoir P de n égale ni. Et ici les probabilités sont les mêmes que celles-là. Avec une chance, avec une probabilité de 2 neuvièmes, vous avez à la fois 0 boule noire et 5, vous avez 0 blanche et 5 noirs. Avec une probabilité de 5 neuvièmes, vous avez une blanche et 4 noirs. Avec une probabilité de 2 neuvièmes, vous avez 2 blanches et 3 noirs. Voici la loi de n, sans avoir besoin de faire aucun calcul. Maintenant, il nous faut les espérances et les variances de tout ce petit monde. Combien vaut l'espérance de B? L'espérance de B, eh bien, elle vaut 0 fois 2 neuvièmes, 0, 1 fois 5 neuvièmes, donc 5 neuvièmes, plus 2 fois 2 neuvièmes, 4 neuvièmes, ce qui nous fait 9 neuvièmes, ce qui nous fait 1. Combien vaut l'espérance de n? 5 fois 2 neuvièmes, 10 neuvièmes, plus 1 fois 5 neuvièmes, ce qui nous fait 5 neuvièmes, plus 2 fois 2 neuvièmes, 4 neuvièmes, ce qui nous fait 10... non, ici c'est 6, et si je n'ai pas multiplié par les bonnes valeurs, je n'ai pas du tout multiplié par les bonnes valeurs. J'ai multiplié par les bonnes valeurs que la première fois. Donc 5 fois 2, 10 neuvièmes, 4 fois 5, 20 neuvièmes, 3 fois 2, 6 neuvièmes. Donc 10 et 20, 30. 30 et 6, 36. 36 divisé par 9, ça nous fait 4. Ce qui est assez logique, hein, si en moyenne vous avez une boule blanche, vous avez 4 boules noires, puisqu'en tout il y a 5 boules. En ce qui concerne la variance, oui c'est ça, on vous demandait la variance. La variance de B, eh bien vous avez 0 multiplié par 2 neuvièmes, 0 au carré, pardon, multiplié par 2 neuvièmes, ça fait 0. 1 au carré multiplié par 5 neuvièmes, ça nous fait 5 neuvièmes. Plus 2 au carré, donc 4 multiplié par 2 neuvièmes, 4 fois 2, 8 neuvièmes, moins 1 au carré, hein, moins l'espérance au carré, ce qui nous fait 8 et 5, 13 neuvièmes, 13 neuvièmes moins 9 neuvièmes, 4 neuvièmes. La variance de n, on va faire le même travail en faisant attention de ne pas se tromper cette fois. Donc 5 au carré 25, 25 fois 2, 50 neuvièmes, plus 4 au carré 16, 16 fois 5 neuvièmes, 80 neuvièmes, plus 3 au carré, donc 9, 9 fois 2, 18 neuvièmes, moins 4 au carré. Ce qui nous fait 130, 130 et 18, 148 neuvième, moins 4 au carré, 16. Alors malheureusement pour nous,
148, ça ne colle pas avec une division par 9. Par contre, 16 fois 9, ça doit marcher. 16 fois 9, ça nous fait 144. Et donc, on obtient 148 moins 144, 4 neuvièmes. La variance est la même. Deuxième question. Cette fois, on suppose qu'il y a remise. Donc, s'il y a remise, il va y avoir de l'indépendance dans les tirages. Et donc, une boule blanche. On va répéter la même opération, la même expérience de Bernoulli, dont le succès sera le fait d'avoir une boule blanche. Donc on aura une loi binomiale. Vous avez 5 tentatives. Quelle est la probabilité du succès? C'est-à-dire d'avoir une boule blanche. Il y en a 2 parmi 10, donc 2 dixièmes, ce qui nous fait 1 cinquième. L'espérance de B, on peut la donner tout de suite, c'est une loi binomiale. 5 fois 1 cinquième, ce qui nous fait 1. Et la variance de B, vous avez 5 fois 1 cinquième, multiplié par la probabilité de l'échec qui vaut 4 cinquièmes, ce qui nous fait une variance de 4 cinquièmes. Ensuite, N va suivre aussi une loi binomiale, 5 tentatives, mais cette fois vous avez 4 chances sur 5 d'avoir un succès. L'espérance de N sera égale à 5 multiplié par 4 cinquièmes, c'est-à-dire 4. Et la variance de N sera 4 multiplié par 1 cinquième, ce qui vous fait aussi 4 cinquièmes. Voilà pour cette question 7. Question 8. 7, 18, 13 est-il une combinaison linéaire de 1, 2, 3 et 0, 2, moins 1? 7, 8 et 13. Vu mes deux vecteurs, si je veux l'écrire comme combinaison linéaire de 1, 2, 3 et de 0, moins 1, 2, je suis obligé de prendre 7 ici, sinon je ne ferai jamais le 7 ici. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. 14 pour aller à 8. Il va falloir que je prenne pardon, c'est pas 8, c'est 18. Donc pour aller à 18, il va falloir que je prenne moins 4. 7 fois 2, 14. Moins 4 fois moins 1, 4. 14 plus 4, ça nous fait bien 18. On vérifie que ça marche avec le troisième. 3 fois 7, 21. 21 moins 8, 13, ça marche. Donc on a bien une combinaison linéaire. Donc oui. Pour l'autre, c'est un petit peu plus compliqué. Imaginons qu'il y ait combinaison linéaire. S'il y avait combinaison linéaire, donc l'autre c'est 3, 18, 13, il faudrait mettre 3 ici. Donc si je calcule 3 multiplié par 1, 2, 3, plus quelque chose multiplié par 0, moins 1, 2, donc ça va me donner ici 3, bien sûr. Et mon deuxième, pour que j'obtienne 18, 3 fois 2, 6, 6, c'est ça, il faudrait que j'obtienne 18, il faudrait que je calcule un truc qui m'embête. Donc c'est 3, 18, 13, oui non c'est bon. Donc 3 fois 2, 6, 6 pour aller à 18, il me manque 12, donc il faudrait ici que je multiplie par moins 12. 3 fois 2, 6, moins 12 fois moins 1, 12, 12 et 6, 18. Et si je regarde le troisième, 3 fois 3, 9, moins 12 fois 2, moins 24, 9 moins 24, 9 moins 24, ça va me faire moins 13 si je ne dis pas de bêtises. Moins 13, pardon, moins 15. Et ça n'est pas égal à 3, 18, 13. Donc ça ne va pas être possible. Alors cela étant, vous allez me dire, peut-être qu'avec d'autres coefficients, ça aurait fonctionné. Alors le 3, il est obligatoire, parce que sinon je ne peux pas faire le 3 ici, comme j'ai 0 là, ça coince. Ensuite, si je fais 3 fois 2, ça me bloque le choix du deuxième coefficient pour que le 18 soit juste. Et ça ne marche plus avec le dernier. Bien sûr, on peut résoudre avec un système comme on l'a vu en classe. Eh bien, ça fonctionne aussi, évidemment. On trouve qu'il n'est pas possible d'écrire ça comme combinaison linéaire. Voilà pour ce premier exercice du second concours blanc.